Eh bien oui, Guy, il fait peut-être un peu frisqué, mais crois-moi, vous pouvez déjà mettre votre air conditionné car ça va chauffer. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du sim. Nous sommes sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Une toute première aujourd'hui, on ramène la version classique du podcast. Mon nom est Handsome GF à l'animation, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaim legend. Comment ça va, mon champion? Hey, ça va bien, toi, Blondin? Ça va très bien. Pourquoi je l'appelle champion? Ceux qui ne le savent pas, c'est mon champion à la NCW. C'est lui qui me porte la belt. Très fièrement, en plus. Eh bien écoute, il possède peut-être un sang-froid, il est comme son serpent, mais alors à l'intérieur, c'est du feu qu'il a. Du feu, et il veut à tout prix remporter ses matchs, et c'est ça qui fait un champion. Écoute, Handsome, les gens doivent se poser des questions. Pourquoi cet épisode classique numéro 1, c'est notre patron dans les Europes, David Jouan. Non. Il s'est dit, écoute, on avait une belle, on les a encore, une belle, des followers, là, cherche le mot français. Mais les gens qui nous suivent, exact. Pas des suiveurs, là. Mais des suiveurs. C'est ça. Et il aimait beaucoup parler du côté vintage, du côté classique de la lutte. Et là, ben, avec BPM Sport, on est plus dans l'actualité, dans le présent. Alors, il m'a suggéré de faire 2 épisodes classiques par mois. Et le premier, ben, c'est sur Édouard Carpentier. Et à ma grande surprise, autant que tu es le mieux préparé quand on parle de Impact et tout ça, mais toi, ça te dit presque rien, le nom d'Édouard Carpentier. À part ce que j'ai lu sur lui, là, la lutte Grand Prix, puis ensuite, il a été le promoteur d'André le Géant au Québec. Je sais qu'il a été la voix francophone de WWF à l'époque en français. J'ai de vagues souvenirs de ça, mais moi, j'ai commencé vraiment à écouter la lutte vers 12 ans, 13 ans. Puis je sais que c'était Raymond Rougeau qui était la voix francophone de la lutte WWF. Ici Raymond Rougeau, en compagnie du controversé Guilloré. Édouard Carpentier, là, c'est niaiseux à dire, mais mon souvenir, c'est qu'il faisait une pub d'Adrien Gagnon, je pense, la glycosamine. Donc, mon plus grand souvenir d'Édouard Carpentier, c'est ça. Croyez-moi, ça fait mal. Cette phrase est devenue célèbre et je la répétais après chaque match. Pendant plusieurs années, j'ai été applaudi pour les dangereuses pirouettes qui m'ont laissé de graves blessures. J'ai eu beaucoup de blessures, mais croyez-moi, ça ne me fait plus mal. Pas comme avant. Un gros merci, vie de velours. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Mais toi, Marc, écoute, faut que je te dise, incroyable! Oui, en effet. Mais je suis surpris, Handsome, parce que il y a tellement grâce à YouTube, il y a tellement de façons. Fait que toi, tu dois avoir zéro intérêt. Sinon, tu serais allé voir que ça a de l'air. Ouais, c'est ça. Mais au niveau, quand il était commentateur, il me faisait pas triper. J'ai jamais été un grand fan quand il était au micro. Ça m'a jamais porté à aller voir ses matchs. Je sais qu'il a fait de belles choses. C'était tout un athlète, un grand bonhomme. Mais
un ancien gymnaste. C'était pas si grand, là. C'était pas un grand bonhomme. Non, mais tu sais, c'est un ancien gymnaste qui est devenu lutteur. Il a fait des cascades. Puis moi, avec mes 5 pieds 9, puis je pesais 225 livres, les gars pesaient 300 livres, il y avait Killer Kowalski, il y avait Don Léo Jonathan. Je me suis dit, oh là là, il va falloir que je change ma lutte. J'ai vu quelques séquences de ces matchs. Je pense que c'était le temps de la lutte Grand Prix. Je pense que tu étais déjà dans ta mi-trentaine, toi, à cette époque-là. Non, monsieur! Probablement pas, non. Non. Donc, c'est ça, j'ai pas d'énormes souvenirs. Mais toi, de ton côté, comme je disais tantôt avant que tu me coupes, tu as travaillé avec lui. Oui, mais avant de travailler avec lui, pour moi, Édouard Carpentier, c'était un lutteur très dynamique, athlétique. Écoute, je me souviens d'avoir vu ses combats, entre autres quand il embarquait sur les épaules du géant ferré, André the Giant, ses pirouettes, il était très impressionnant. Par la suite, évidemment, il était aux commentaires de la WWF et involontairement, mais c'est grâce à lui que ma carrière a pris son envol, carrière télévisuelle, parce que j'étais à l'époque, et j'en ai déjà parlé, j'étais annonceur du ring pour la WWF partout au Québec. Et il y a eu une chicane avec Guy Auré, qui était le patron. Ouais. Et j'avais le guts et j'étais prêt à relever le défi de remplacer Édouard. Et par la suite, tu sais, c'est comme une chicane de couple. Souvent, ça revient. Et puis, tu t'en sais quelque chose. Et colique que t'es langue sale! Mais écoute, tu t'es revenu avec Jazz après autant d'années. Donc, hey, on la salue, elle est sûrement à l'écoute. J'entendais les mots langue sale, mais ne sont pas venus. Non, mais habituellement, tu es très langue sale, on va se le dire. Notre ami Sim, il était un peu sur le KO, là, il était un peu fatigué, fait que je peux me permettre d'y en envoyer, puis il ne va pas venir. C'est ça, exactement. Puis écoute, moi, j'ai une petite note d'Édouard Carpentier. Tu avais rendu hommage à la TW le 5 mars 2010. Oui, mais je vais finir ce que je m'en allais dire. C'est que Édouard est revenu travailler avec nous et on a toujours eu une belle chimie, une belle entente. On a travaillé souvent à 4, c'est-à-dire moi, Frenchie, Guy et Édouard. Et ça a toujours bien été. Fait que moi, j'ai toujours eu un respect et une belle chimie avec Édouard. Et okay. Oui, je l'ai revu dans le temps qu'on avait la TOW. On lui a rendu hommage. Marc Blondin, j'aimerais te féliciter parce que tu es le seul avec le Japon de m'avoir honoré. Et ça, j'en suis gré. Et alors, je te remercie beaucoup. Et je remercie tous les gens qui sont là. Ça m'a fait plaisir, ça me touche droit au cœur. Merci. Merci tout le monde. Et bravo, Monsieur Blondin, bravo. Tu pourras en parler à nos deux amis, Sylvain Grenier et Pierre-Carl Ouellette, sont ceux qui ont levé le fauteuil roulant pour l'amener sur la scène. Et Édouard, écoute, il avait les pieds, là... c'est incroyable comment c'était enflé. Je me souviens plus exactement combien de temps après, mais ça n'a pas été long qu'il est décédé après l'hommage qu'on lui a rendu. Écoute, l'hommage, c'était lieu le 5 mars 2010, puis il décédait malheureusement le 30 octobre 2010. Donc, c'était dans la même année, un peu plus tard. Tu vois, c'est ça. Et j'en ai déjà parlé. Écoute, moi, une des images les plus déplaisantes de ma carrière, c'est quand on lui avait rendu hommage. Au lieu, je suis venu pour le payer, son cachet, pour le remercier d'être venu. Et puis, il m'a dit, non, Marc, écoute, j'aimerais ça que tu me rendes service puis que tu me fasses une commande à la SAC pour du vin. Fait qu'il me donne tu sais, puis quand tu respectes quelqu'un, puis c'est quelqu'un qui a marqué ton enfance, ben, tu sais, j'ai pris sa liste, je suis allé faire l'épicerie, puis quand je suis arrivé chez lui, il était dans le bout du cimetière Mont-Royal, ou je sais pas trop quoi, là, dans le bout de Van Horn, puis tout ça, là. Écoute, il était en couche et il se déplaçait en marchette.
Ouais, tu as déjà raconté ça sur le podcast. Ouais, ça c'est traumatisant, là. Puis je me souviens, quand j'étais embarqué dans ma voiture, j'étais sous le choc. J'ai appelé Sly Grenier. On a parlé un peu, mais ça m'avait affecté. Ah, définitivement. Mais là, c'est le temps d'en savoir plus sur Édouard Carpentier, qui n'était pas son vrai nom. Mais qui est-ce qu'on pourrait demander pour nous donner un petit cours d'histoire? Hey, bonne question. Ça prendrait un professeur. Est-ce qu'on en connaît un? Ben oui! Ben oui! Le professeur Bertrand Hébert. Adieu, monsieur le prof. Hey, on est-tu des bons comédiens? Hein? Wow! C'est du burlesque. Alors, on va aller écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec Bertrand Hébert qui nous amène dans la carrière d'Édouard Carpentier, lutteur, et dans celle du communicateur. On est content de recevoir le professeur Bertrand Hébert avec nous dans ce spécial Classique Sim pour parler d'Édouard Carpentier, un nom que tous les fans de lutte, autant du côté de l'Europe que du Québec, ça leur dit quelque chose. À la semaine prochaine, si Dieu le veut, entre autres, qui est d'ailleurs un des titres des livres de mon ami Bertrand Hébert. Comment vas-tu? Ça va très bien. Effectivement, la semaine prochaine, si Dieu le veut, une phrase que Édouard a piqué à Jean Brisson, mais qu'il a rendu fort populaire à ce jour et qui était le titre de notre livre sur l'histoire de la lutte au Québec. Parce que, je veux dire, il n'y a pas plus lutte au Québec qu'à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Exactement. La deuxième loin en arrière, c'est Soyez-y, mesdames, messieurs. C'est quand même pas pire, deuxième. Tu sais. Mais écoute, Édouard, que dire d'Édouard Carpentier? Édouard Carpentier a révolutionné son sport et c'est un peu étrange. On l'a un peu, c'est nous là qui l'avons piqué ou volé à nos cousins français. Peut-être parce que personne n'est prophète en son pays. Édouard était relégué là, avec les Milo en France jusqu'à l'arrivée d'un Québécois, Frank Valois. Qui n'en est pas revenu de son style, puis l'a fait graver les échelons vers les poids lourds pour finalement aussi, Frank Valois servait un petit peu d'éclaireur là, pour trouver des talents. Il l'a fait avec le Géant Ferré, mais il l'a fait aussi un peu avec Édouard Carpentier. On parle vers quelle année à peu près, Bertrand? On est dans les années 50, là, juste avant l'arrivée de Carpentier au Québec. Donc, Larry Moquin va venir en France, va être fort impressionné par le talent de Carpentier, puis il va confirmer là, la décision de le faire venir. Puis là, il y a un match où c'est Yvon Robert qui vient faire la décision finale. C'est Yvon Robert et Édouard Carpentier contre Larry Moquin et Frank Valois. Et à partir de ce moment-là, on fait un offre officielle d'amener Carpentier à Montréal. Et là, son vrai nom, à l'époque, c'est Édouard Wieserkovitch. What the fuck? Donc, comment? Wieserkovitch. Okay. Donc, on n'est pas certain que ça va être vendeur à Montréal. Il y a un célèbre boxeur qui est Georges Carpentier, que tout le monde connaît, qui est un Français. On va en faire le cousin par alliance de Carpentier. Édouard va répéter jusqu'à sa mort qu'il connaissait Georges Carpentier, que c'est lui qui avait donné le nom. Ça semble être pas du tout le cas. Il y a beaucoup de légendes autour de comment on a construit l'arrivée de Carpentier à Montréal. Et là, Eddie Quinn, la première réaction face à Édouard, c'est pardonnez-moi l'expression, on n'est pas à la radio, donc who's that fucking midget? Donc, ouais. on aurait mis le feu aux fesses d'Édouard, ça n'aurait pas été la même chose. Donc, il a montré c'était quoi un midget. Parce qu'Édouard, malheureusement, était plus petit un peu là, que le gabarit moyen là, du lutteur de 6 pieds quelques. Mais, comme aimait le dire Édouard, lui, il était pas bedonnant, il était musclé, il était athlétique, il était voire même un acrobate. Alors, comme j'étais acrobate, le premier soir que j'ai lutté, il y avait la télévision et tout. Alors là, les gens me voyaient courir sur les cordes, sur la 3e corde, faire des sauts périlleux. Mon adversaire pouvait jamais m'attraper. Finalement, c'est moi qui l'ai tombé avec une belle somersault sur son dos. 1, 2, 3, c'était fini. Qui n'aimerait pas voir Édouard Carpentier au sommet de sa forme
contre un Rey Mysterio au sommet de sa forme. Eh boy, ouais, hein? Quel match de rêve. D'ailleurs, Carpentier, c'était un de ses derniers lutteurs là, qui nous mentionnait dans l'entrevue qu'il avait donnée à Pat Laprade. Il parlait qu'il aimait bien voir Rey Mysterio à la télé. Là. Donc, Carpentier a changé le monde de la lutte en amenant les acrobaties à la lutte. Et bon, à ce jour, on s'entend qu'avec l'influence de la lucha et d'un Rey Mysterio, les acrobaties font maintenant une partie intégrale du spectacle. Et on peut remonter ça vraiment à Édouard Carpentier, là, où on a changé tranquillement le style pour intégrer tout ça dans le spectacle de la lutte, là, qui était à la base dérivé des sports olympiques de lutte. Là. Mais dans ce temps-là, Bertrand, de quitter son pays, tu sais, aujourd'hui, c'est pas évident. Imagine-toi dans ce temps-là, ça ne devait pas être facile. Ça devait être toute une aventure. On s'entend. Il est parti pour quelques semaines, puis il est resté toute sa vie. Alors, j'étais venu pour 2 mois, et puis je suis resté. J'ai tellement aimé l'accueil des Québécois. Fait que donc, quand même, il a trouvé ici une maison. On l'a adopté au Québec comme un Québécois. Là, Vous savez, à cette époque-là, il y avait une mauvaise publicité sur les bondis français. Et puis, quand ils m'ont vu lutter, après, ça a été terminé. J'avais du mal à rentrer au vestiaire, ils m'ont brassé, ils ont déchiré mes affaires. Alors voilà, j'avais conquis le public. Il n'y a pas à dire, Édouard, il faisait partie des nôtres. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Le fait que là-bas, en France, il n'était pas une vedette. Eh bien, comme mes parents étaient polonais, j'étais un émigrant et j'avais bien du mal à m'adapter avec les Français, car les Français nous traitaient de mangeurs de pain, qu'on venait leur voler le travail. Et naturellement, je suis devenu très très bagarreur à cette époque-là, parce qu'il fallait que je défende quand même l'honneur de mes parents. J'ai débuté en 53 exactement professionnel, et puis en 56, j'ai atterri ici. Et là, ici, on en a fait une vedette. Dans les premières années, là, il est tellement fort au Québec que lorsque Eddie Quinn le propose pour être champion du monde de la NWA et battre Lou Thesz, il y a une controverse dans ce combat-là qui devait conduire au combat revanche, mais là, Eddie Quinn va se chicaner avec la NWA pour avoir Carpentier à Montréal. Mais quand tu es champion de la NWA, tu es supposé être sur la route. Donc, toute une controverse qui est créée à ce moment-là. La ceinture lui est retirée parce que son promoteur Quinn veut l'avoir à Montréal. Parce qu'ils n'ont pas vraiment d'alternative. Là. Carpentier est tellement populaire chez nous. Ce qui fait que Carpentier a une carrière un peu en dents de scie, à partir de là aux États-Unis. Il va avoir des succès quand même à Los Angeles, il va avoir des succès avec la AWA un petit peu avec cette époque-là de la NWA. Va même lutter au Madison Square Garden dans un match en équipe. C'est quand même quelque chose, mais sa maison, c'est au Québec, c'est ici qu'il va faire la loi, avec un des règnes de champions les plus longs avec Lutte Grand Prix. Ça va être une partie intégrante de la création de Lutte Grand Prix, là. Malgré qu'il était très ami avec la famille Rougeau et avec Johnny, qui avaient, eux, les as de la lutte. Donc, même Carpentier, dans ces années-là, va connaître un accident de la route assez important. Ça a été une vie agréable, malgré beaucoup d'accidents. J'ai eu les 2 genoux opérés, cicatrices, les coups de coude, dans le plâtre pendant 6 mois, paralysé, et je me suis rééduqué moi-même. On me voyait déjà sur une chaise roulante, et je crois beaucoup à l'éducation physique. Qui va ralentir de beaucoup sa carrière. Ça a probablement aidé à la transition vers annonceur-lutteur. Puis à partir de là, nous, on va le connaître principalement dans les années 80, lorsque ça va être la lutte des super étoiles de la lutte le dimanche, puis la transition vers la WWF, là, où il va être un annonceur important. Il va même avoir un combat ou 2 là, contre certains de ses élèves à la WWF. Moi, je me souviens, le premier gala de lutte que j'ai été voir, j'ai vu Édouard Carpentier lutter contre Greg the Hammer Valentine au Centre Paul Sauvé. Puis, il demeurait à l'époque, en 82, le lutteur le plus spectaculaire de la carte, malgré quand même qu'en 82, là, c'était plus un petit poulet du printemps. Là. Il était en fin de carrière. Donc, il était athlétique, il était puissant, il était crédible. Il y avait tout pour lui. Avec nos recherches, les entrevues, malheureusement, puis Carpentier en parle en rétrospective dans certaines entrevues, qui n'était pas le gars le plus populaire auprès de ses collègues. Édouard avait son ego.
surtout comme lutteur. Édouard protégeait farouchement son territoire. Ce qui a laissé des égratignures un peu partout avec les gens qui ont travaillé avec lui au fil des années. Là. On n'a qu'à penser entre la guerre entre Maurice Mad-Dog Vachon et les autres propriétaires de Grand Prix comme Édouard Carpentier. Dans notre livre là, sur la biographie de Maurice Mad-Dog Vachon, on en parle. Paul Vachon nous dit Maurice se réveillait la nuit pour haïr Carpentier. C'était plus personnel dans ces cas-là. Mais bon, il a connu une fin de vie un peu désolante, en a été un peu témoin, un peu isolé, seul. Mais bon, faut enlever aussi cette image-là qu'Édouard est mort destitué. Là. Il y avait quand même des choses, son appartement, tout ça c'était payé. Par contre, effectivement, comme il était très isolé, ça a pris un certain temps avant qu'on reconnaisse le corps puis qu'on puisse trouver des gens pour s'occuper de la succession. Là. Dis-moi, si tu me donnais les années où il a été au top dans le ring, tu dirais de quelle année à quelle année? Ben, c'est sûr que les plus grandes années d'Édouard sont sûrement les années Grand Prix, parce que là, on a 1 million de spectateurs au début des années 70. C'est la guerre avec les As. Édouard est en équipe avec le Géant Ferré, donc un des premiers partenaires officiels du Géant Ferré. On va être le champion de lutte Grand Prix. Il va avoir des rivalités avec Kowalski, avec Maurice. Donc, au Québec, là, c'est là qu'il atteint son apogée en termes de lutteur, parce que il est plus dans l'ombre de Johnny Rougeau comme il pouvait l'être dans les années 50 ou 60. C'est vraiment, là, il prend toute la place. Là. Puis, bien sûr, je veux dire, on a appelé notre livre à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Édouard a marqué la période où la télé revient dans les années 80. C'est la WWF après ça. On s'en souvient, on en a peut-être parlé là, sur les podcasts, comment entre 85 et 89, si t'étais à la télé de la WWF en français, peu importe où dans le monde ou en anglais, il n'y a jamais eu autant de paires de yeux qui regardaient la lutte que dans ce moment-là. Donc, Édouard a marqué son époque par sa voix légendaire que, juste en parler, j'entends Édouard parler dans ma tête. Faites-vous plaisir. Pas les dernières années, des années 90, où parfois c'était un petit peu plus caricatural. Mais... Encore un écrasement. Le réveil de l'inspecteur d'Aspo. Alors, si vous n'avez pas payé vos impôts, que vous tombez sur un lascar comme ça, protégez-vous la tête surtout. Essayez de trouver des choses là, vraiment là, dans les années 80. Là, Édouard était merveilleux au micro. Il était très, très bon vendeur pour expliquer pourquoi les choses faisaient mal. D'ailleurs, on se souviendra d'une publicité célèbre où Édouard vantait les mérites d'un médicament naturel. Parce que, croyez-moi, ça fait mal. C'est vraiment... il était champion pour expliquer pourquoi quelqu'un n'aimait pas quelqu'un, pourquoi que ce mouvement-là était pour blesser ou était dangereux ou permettait à un lutteur de prendre l'avantage. Donc, c'était, quand il était là au sommet de son art comme annonceur, quelqu'un qui donnait l'amour de la lutte. Voilà, j'ai trouvé. Édouard Carpentier donnait à l'écouter l'amour de la lutte. Et je lui en dois une pour ça. La philosophie de la vie, eh bien, c'est de vivre au jour le jour et puis de profiter des meilleurs moments que Dieu nous a donnés. Bertrand Hébert, merci beaucoup de nous avoir parlé de Édouard. Quel est son nom de famille encore? Vieserkovitch. What the fuck? Bravo. On va jouer au Scrabble. Merci, on se reparle bientôt, sûrement sur BPM Sport ou pour un autre classique du CIM. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, le premier épisode classique qui est consacré à Édouard Carpentier. Marc, le prochain invité que tu as eu la chance de t'entretenir avec lui, c'est Christophe Agius. Oui, Christophe, écoute, il arrive comme tous les commentateurs de la WWE, travailler très, très fort pour WrestleMania. J'ai pu le rejoindre dans sa France natale et c'est une suggestion de David Joie
parce que quand j'ai parlé avec David, je lui ai dit, c'est sûr que si on fait un épisode sur Édouard, ben moi, je vais en parler. Enzo m'en parlera pas parce que c'est ça. La glucosamine. C'est ça. Et j'ai invité David, puis David a dit non, on va faire avec nul autre que Christophe Ajus. Essaie de l'avoir, il l'a bien connu. Et il l'a bien connu dans le sens que c'est le personnage à la télé, ce que toi t'aimais moins, à cause de l'accent français peut-être, mais lui, c'est sûr qu'il adorait ça. Parce qu'il a l'accent français. Alors, on écoute celui qui est depuis plusieurs années la voix de la WWE en Europe, Christophe Ajus. C'est toujours avec un immense plaisir que je reçois Christophe Ajus sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Nous avons le même entremetteur qui est David Jouan, et même que si je n'étais pas marié avec mon épouse Jacinthe, qui est sûrement à l'écoute, j'aurais des craintes que David essaie de nous matcher pour qu'on se marie. Salut Christophe, comment vas-tu? Bonjour, Monsieur Blondin. C'est un plaisir partagé. En tout cas, je te remercie de m'inviter une nouvelle fois. Ça va bien et je suis ravi d'être avec toi et tous les auditeurs de Soyez-y, mesdames, messieurs. Et j'espère que tu vas bien aussi. Oui, écoute, je vais très bien. Le mois d'avril, synonyme vraiment là, que le printemps va s'installer pour de bon. Et ça, c'est toujours positif. Moi, dire, j'ai eu 2 belles semaines de vacances en République dominicaine avec l'épouse, mais lorsque le printemps arrive, on dirait que le bonhomme qui aura 65 ans dans quelques mois rajeunit un peu dans ma tête. Ah, il bourgeonne à nouveau, le petit Blondin, ça fait plaisir. On va dire bourgeonner, ça, c'est quand j'étais adolescent. Des boutons d'acné? Oui, mais les miens semblent mettre un temps infini à disparaître. Bon, d'accord. Oui, après, il y a la sève qui revient. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans ce genre de détails. Sûrement pas. Christophe, on se parle aujourd'hui pour un épisode du CIM, un classique. C'est le premier classique qu'on rajoute pour les auditeurs. Et on a choisi. Ça nous a été imposé par David Jouan, qui est possiblement le nouveau PDG de Soyez-y, mesdames, messieurs. Give me a hell yeah! What? On m'a fait une offre de 9 points quelques milliards. Oh non, ça c'est Andover avec WWE. Je me mélange. Mais c'est ça, David me suggérait de faire un épisode sur Édouard Carpentier. Et j'étais surpris quand il m'a dit « Tu devrais essayer de parler avec Christophe Ajus. Il pourrait t'en parler d'Édouard Carpentier. » Pourquoi? Pourquoi? Pour une raison simple, et je pense que je partage cette raison avec beaucoup de tes auditeurs, c'est qu'il a été la voix de ma jeunesse. Il a été la voix de tous les programmes à l'époque français sur Canal+, aux côtés de Bioré, bien sûr, et il a marqué ma vie, comme tous les fans de catch, de lutte, comme on dit chez vous, qui étaient à l'écoute dans les années 80. Un coup de poing à la mâchoire! Donc, toi, Édouard Carpentier, c'est le communicateur et non le catcheur. Ah oui, malheureusement pour moi, je suis un petit peu trop jeune. Depuis, j'ai eu la chance, grâce à YouTube notamment, de me rattraper un petit peu sur sa carrière, que j'ai découvert très tard finalement, parce qu'au début, je savais qu'il était catcheur, il l'évoquait évidemment dans ses commentaires, mais je prenais pas la mesure de l'immense carrière qu'il avait eue, puisque ils en parlaient peu dans les programmes de la WWE. Donc c'est vrai que plus tard sur YouTube, j'ai pu voir certains de ces gros combats qui sont disponibles. Mais pour moi, c'est principalement le commentateur avec ses catchphrases, comme on dit. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ça, c'est sans aucun doute la numéro 1. L'autre qui était, moi qui me rappelle des souvenirs, c'est « Croyez-moi, ça fait mal ». Ah oui, effectivement. Il y avait aussi, moi, c'est une que j'ai gardée et que j'utilisais même beaucoup
beaucoup quand j'ai débuté au micro, c'était j'ai eu l'occasion de le voir à l'entraînement, il est très dur avec son corps. Il est un homme très dur avec son corps. Ah, ça me dit rien, moi, tu vois. Oui, il disait ça souvent de Hakou. Je l'ai vu à l'entraînement, il est très dur avec son corps. En vrai, j'imagine que ça veut dire qu'effectivement, il mettait son corps à rude épreuve lors de ses séances d'entraînement. Exact. Mais c'est une phrase qu'il utilisait beaucoup. Tu sais, dans notre il est frais et dispo aussi. Et Jim Nyder va rentrer dans le ring, frais et dispo. Dans notre temps, Hakou, c'était King Tonga. Oui. Ici. Ouais, Bah, oui. Oui. Alors, c'est sûr que Québec. Édouard s'est expatrié, est arrivé ici et on a deux invités sur ce classique, toi et le professeur Bertrand Hébert, celui qu'on vient de décider de surnommer le professeur. Et il nous apprenait, entre autres, que travailler beaucoup avec Jean Ferré, André le Géant, ça devait être tout un duo dans le ring. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir des clips sur YouTube ou parce qu'il n'était pas très grand, Édouard. Alors, tu t'imagines, il est très spectaculaire, tu sais. Tout à fait, mais sache que vous ne m'entendez sans doute pas du côté du Québec, mais aujourd'hui à la WWE, il y a une équipe du côté de SmackDown avec Braun Strowman et Ricochet. Et chaque fois que Ricochet monte sur les épaules de Braun Strowman, je fais référence à André le Géant et Édouard Carpentier parce que je sais que c'était l'une des prises qu'ils utilisaient, André le Géant qui prenait Édouard Carpentier sur les épaules et Édouard qui sautait des épaules d'André le Géant. Donc je cite encore cette association régulièrement et je sais donc qu'ils faisaient équipe. Mais c'est vrai que j'ai vu peu d'images, j'ai vu des photos, mais je suis pas certain d'ailleurs d'avoir déjà vu les deux en même temps ensemble en train de catcher. Dis-moi ta carrière de commentateur. Écoute, on se parle depuis plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies. Ouais. T'as combien d'années derrière la cravate, même si tu portes juste un hoodie aujourd'hui? Mais c'est un hoodie WrestleMania. Tu ne le vois pas parce que le truc est, en plus, c'est de cette année. Mais écoute, ça fait 23 ans maintenant que j'ai la chance de pouvoir commenter les programmes de la WWE. Avant cela, comme tu le sais, j'ai pris ta place pour la WCW, mais ça n'a duré T'es un crosseur. Non coupable pour cause d'aliénation mentale. Eh oui, je vole les places et j'en suis désolé. Dis-moi, et l'impact d'Édouard Carpentier, parce que aujourd'hui, tu es le commentateur français pour WWF et Édouard l'était, même s'il était basé en Amérique. Alors, Oui. j'imagine que quand tu dis que c'est un des premiers qui t'a donné la piqûre, comme on dit ici. Et voilà, retournement du bras. Et c'est là qu'il est dangereux, le Snake, avec ce coup de d'accordanage porté très rapidement. Pas vous avez ça, vous autres, des piqûres chez vous, là? Ah oui, Avez-vous des malheureusement, on micro-ondes? en a eu beaucoup des piqûres, tu sais, ces dernières années avec tout ce qui s'est passé. Mais oui, c'est lui qui, on peut dire ça, c'est l'expression que je comprends en tout cas, oui. C'est lui qui m'a donné la fièvre du commentaire et la fièvre surtout de la passion du catch. Parce que effectivement, Édouard Carpentier, pour moi, c'est tous mes samedis soirs. La lutte était diffusée en France sur Canal+ le samedi soir. Et c'était vraiment une voix, indissociable des programmes de la WWE. Et ça a été d'autant plus difficile à vivre lorsqu'il a été lui-même aussi remplacé. Hein. Personne n'est irremplaçable. Donc quand Raymond Rougeau est arrivé avec Guy Auré à l'époque, c'est vrai que ça m'a fait un choc, comme beaucoup des fans de catch de l'époque. Même si évidemment Raymond était tout aussi qualifié qu'Édouard Carpentier, mais Édouard c'était en plus, bien qu'il ait vécu très longtemps au Canada, il avait gardé cette gouaille française. De la rudesse, de la part de Martel. Il avait ce parler très parisien quand Hulk Hogan, c'est son second souffle, c'est là qu'il est dangereux. Il avait un petit peu cette voix à la Jean Gabin, un peu toutes ces voix françaises qui n'existent plus aujourd'hui. T'as vu dans l'entrevue, il a dit, je veux pas perdre ma ceinture, je veux la garder. Je veux la garder. Alors comme tous les Écossais, ils sont un peu constipés du porte-monnaie, il sait que ça va lui rapporter beaucoup d'argent. Oui. Il va employer tous les moyens pour garder cette ceinture. Et regarde, il est déterminé. Mais pour vous autres, là-bas, dans les Europes,
d'écouter et d'entendre Guy Auré et Édouard Carpentier, deux Français, en tout cas deux Européens, qui vivent ici et qui sont sur on ne peut pas dire le réseau, parce que ça n'existait pas dans ce temps-là, mais tu sais, qui étaient sur la planète wrestling américaine. Ça devait être spécial d'avoir deux Européens dans vos oreilles ou ça. Non, on s'en rendait pas. Tu me regardes comme j'ai de l'aide. Comme quelle question me pose-t-il là? Mais non, mais je comprends ta question. Le truc, c'est que moi, j'avais 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans quand Édouard Carpentier berçait mes samedis soirs. Et je savais pas, moi, qui vivait au Canada avec Guy Auré. Pour moi, c'était deux bons, entre guillemets, deux bons Français. Ils avaient pas d'accent canadien, comme ça a été après le cas avec Jean Brassard, avec Raymond Rougeau, avec toi, avec Michel Le Tourneur. Là, on reconnaissait que vous étiez de terre lointaine. Ben oui. Mais Édouard et Guy avaient gardé leur accent, entre guillemets, français. Hakim revient avec des coups d'avant-bras qui sont portés sur la nuque de Jack le Snake Robert. Donc pour moi, ils étaient français. Je m'en rendais un petit peu compte parce que quand la WWE venait faire des tournées en France, ils avaient tendance à dire « Ouais, on était chez Régine », qui était la dame de la nuit française qui avait je suis allé chez Régine. T'es allé chez Régine? Ben oui. Ah, et alors, c'était bien chez Régine? Ben, il y avait Michael Douglas, il y avait Sylvie Vartan, et il y avait Jacques Rougeau. Il y avait Jacques Rougeau. Ah oui, dans cet ordre-là. Michael Douglas, Sylvie Vartan et Jacques Rougeau. Bon, écoute, la soirée a dû être folle. J'ose même pas imaginer ce qui s'est passé. Mais bon, moi, j'ai pas connu ça. J'étais trop jeune. Mais en tout cas, on comprenait effectivement quand la WWE venait faire des tournées en France, qu'ils venaient pas régulièrement en France. Mais ils avaient souvent tendance à citer les lieux cultes du catch français, comme le Cirque d'hiver ou comme encore le Bellagio, qui est une salle une boîte de nuit française, mais qui était détenue par un grand catcheur français. Je crois que c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui à Paris. Donc, mais je me rendais pas forcément compte, moi, qu'ils vivaient au Canada. Je pensais qu'ils étaient en France, moi, qu'ils étaient chez Canal+, tout bêtement. T'imagines les jeunes de ton âge, à l'époque, à 7-8 ans, ici au Québec, qui écoutaient l'émission à la télé, et c'était deux Français. Aujourd'hui, on est international, comme Mr. Fun International, Top of the World, the original vintage depuis 1958, self-proclaimed legend. Aujourd'hui, c'est commun d'être international, mais dans le temps, pour les jeunes Québécois, ça devait être spécial de dire, coudonc, ces deux Européens, ils n'ont pas le même accent, ça devait être spécial de les voir aller. Est-ce que c'était quelque chose qui était choquant chez vous d'entendre ces deux commentateurs aux accents français, ou est-ce que c'était quelque chose peut-être valorisant, puisque vous êtes adoré de la France, mais vous êtes une petite province? Est-ce qu'il y a un côté on a de la chance, c'est l'honneur d'avoir deux Français? Comment c'était vécu chez vous? Moi, je dirais, parce que je suis plus âgé que toi, donc à ce moment-là, j'étais dans jeune vingtaine, vu que la WWF, c'était l'image américaine, c'était New York, que d'avoir deux commentateurs qui n'étaient pas québécois, justement, ça ajoutait à ce côté international-là. Alors, possiblement que ça a très bien passé, puis je te dis ça sous toute réserve, beaucoup plus que si ça avait été une émission du matin, exemple, qu'on écoute chaque matin, puis ça aurait été deux Français qui parlent. C'est quoi ça? Est-ce que je suis sur TV5 ou je change de canal? Oui. Mais je pense que le côté international a fait ça. Et comme de raison, Édouard, s'il est important pour toi, tu peux comprendre qu'il était très important pour moi parce que ces fameuses chicanes avec Guy Auré m'ont permis
d'avoir une carrière qui est encore là aujourd'hui. Alors, tu sais, c'est un personnage, je peux utiliser le mot, c'était un monument, parce qu'il nous a fait vivre, nous, moi, je l'ai vu à la télé, et ses pirouettes, parce que c'était pas un gars de 6 pieds 4, 6 pieds 5, je sais pas comment tu dis ça chez vous, 1 mètre, je sais pas quoi. Ben, 1m90, 2 mètres. 1m90, me semble, ça fait plus petit que 6 pieds quelques, mais en tout cas, ça, c'est votre jargon, là, vous autres, dans les Europes. Mais, pardon, ben oui, nous, on est au système métrique, excuse-nous, on a un petit peu évolué. Ça, c'est chier, c'est plus que chier! Non, mais je sais, on le surnommait le Flying French Angel, je crois, l'ange français volant. Et effectivement, c'est assez incroyable d'ailleurs de le voir performer. Sur YouTube, tu peux encore retrouver des matchs où il est un petit peu plus âgé, certains de ses derniers matchs à la WWE, où il était déjà commentateur, mais il remontait un petit peu sur le ring et on voyait qu'il avait un âge un petit peu avancé, en tout cas pour l'époque, parce qu'aujourd'hui, on voit des lutteurs comme Bobby Lashley ou Brock Lesnar qui ont déjà bien plus que ce que n'avait Edouard Carpentier à l'époque, mais il était encore capable de faire des pirouettes incroyables. Et moi, chaque fois que son finish est porté, c'est de plus en plus rare, mais son senton, ce saut périlleux avant qu'il effectuait pour finir le match, qu'il effectuait parfois 1 ou 2 fois de suite pour finir, quand des catcheurs le font aujourd'hui, je cite aussi encore Edouard Carpentier. Mais c'est vrai qu'il volait dans tous les sens. Et c'était amusant aussi quand les Rougeaux étaient en action, même après, quand Jacques s'est associé à PCO et qu'il faisait les Québécois, Edouard n'hésitait pas à dire oui, ça c'est moi qui leur ai appris cette prise, notamment la bombe québécoise que portaient les Québécois en finish. Et c'est vrai que je peux imaginer effectivement qu'il a dû partager son style à beaucoup de catcheurs du Québec. Écoute, Christophe, ça fut un plaisir de t'avoir. C'est déjà fini! Écoute, moi, j'ai du temps, mais toi, je pense que tu as une sieste qui est sur le bord de terminer avec, de ton côté là-bas. Alors, faut que tu sois prêt. Hein? Oui. Non, mais tu sais, déjà, parler avec toi, c'est toujours un bonheur. Et c'est vrai qu'évoquer Edouard Carpentier, j'ai la chance de pouvoir le faire parce que j'ai des amis proches, comme mon camarade Ishtou, qui a connu cette époque avec moi. On a encore des cassettes vidéo, on se regarde parfois encore le Royal Rumble 89, dont on pense que c'est un bijou d'Edouard Carpentier qui sort des grandes phrases presque toutes les 2 minutes à chaque arrivée de catcheur. C'est le champion de la WWF, Randy Macho Man Savage, qui arrive. Très dispo, et voilà quelle entrée spectaculaire dans la ring. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent. Je fais mon possible pour que sa légende perdure auprès des nouveaux fans en citant son nom le plus souvent possible. Mais c'est vrai que pour eux, c'est compliqué parce que, comme toi ou moi, malheureusement, ils n'ont pas eu la chance de l'entendre, encore moins de le voir. Donc, mais en tout cas, c'est bravo à toi, belle initiative de remettre en valeur ce grand catcheur, commentateur et je crois aussi entraîneur. Il a beaucoup entraîné. Mais écoute, faut transférer les qualificatifs à notre ami David Jouan. C'est lui qui a vraiment été celui qui a lancé l'idée. Mais ce qui est le fun dans ce que tu dis en conclusion, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, un classique sim comme on fait, ça peut sonner, tu sais, dire « Ah, c'est qui ça, Edouard Carpentier? » Et là, Google, puis renseigne-toi, puis découvre c'est qui, puis emmagasine du bagage catch. Pour un fan, ça peut être intéressant de voir qui était là, qui étaient les précurseurs au Marc Blondin, au Christophe Agius, etc. Effectivement, il y a vraiment des très bons matchs de lui qui sont disponibles sur YouTube. Je le répète, c'est gratuit. J'ai pu même découvrir des documentaires de chez vous. Alors, je ne sais pas si tous les droits de diffusion sont respectés, mais des beaux documentaires sur Edouard Carpentier où sa nièce témoigne. C'était diffusé, je pense, au début des années 2000 sur vos chaînes de télé. Et j'ai pu en apprendre beaucoup sur son parcours. Il témoigne aussi, lui, sur ses débuts en France, son arrivée au Canada. Son choix de nom aussi de Carpentier, parce que c'était, je crois, à cause d'un boxeur très célèbre à l'époque. Donc, il y a vraiment de choses.
des choses intéressantes à découvrir sur ce monsieur. D'ailleurs, Bertrand nous en parle de ce changement de nom qui parce que je me souviens plus c'est quoi son vrai nom, mais ça n'aurait pas été très comment je pourrais dire ça, vendeur ici. Oui, c'est un nom d'origine polonaise, je crois, ou exact. Ou en tout cas des pays de l'Est. Wiezorkiewicz, c'est un nom qui est très compliqué. Alors, Christophe, merci beaucoup. Au plaisir de te reparler dans les prochaines années ou qui sait, lors de mon voyage dans les Europes à l'automne 2023. Ah, ben ça approche, ça y est, enfin, ça fait 8 ans qu'on entend parler de ce voyage. Donc, écoute, j'espère que cette fois-ci, tu ne me poseras pas de lapin et qu'on pourra effectivement se voir et peut-être, pourquoi pas, échanger autour d'une petite bière alsacienne. Pourquoi pas? Édouard, avant de quitter, est-ce qu'on peut entendre votre fameuse phrase « À la prochaine » ? Quand ça fait mal, ça fait mal. Et alors, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Alors, Merci. Un classique, Benoît, un classique. Marc, je dois t'avouer, là, moi qui étais un inculte d'Édouard Carpentier, j'ai adoré l'épisode, j'ai adoré les entrevues que tu as faites avec les chroniqueurs. Tu sais, quand tu vas chercher le vintage, les souvenirs, quand c'est des personnes qui ont marqué leur époque, même si c'est pas la tienne, moi, ça a été un peu la mienne, on a quand même une bonne différence d'âge, toi et moi, on le voit par ma maturité. Et boboy! Mais c'est toujours fort intéressant. Et Édouard Carpentier avait vraiment sa place. Il était d'ailleurs, avant qu'on soit BPM, dans ma liste des sujets à venir, mais là, il est entré dans les archives du Soyez-y, mesdames, messieurs. Et là, qu'est-ce qu'on réserve aux auditeurs pour le prochain Sim Classique? Ben, j'aurais aimé ça décider, mais encore une fois, c'est David Jouan. C'est lui qui nous rentre dans la gorge de force les sujets. Non, messieurs! Mais on est bien content parce que sa suggestion, c'est les musiques d'entrée des lutteurs. Alors, encore une fois, ça a commencé quand? Les préférés, les pires, on va avoir du fun avec ça. Et on invite les auditeurs du CIM à nous amener également des idées de sujets pour des prochains classiques. On tente d'en faire 2 par mois. Alors, c'est avec un grand plaisir qu'on va faire ces classiques Sim Vintage. Alors, c'est ce qui conclut le premier épisode des Sims classiques vintage, comme tu l'as si bien dit. Et de quelle façon on termine ça, un podcast sur les classiques? Tout simplement en vous disant « Soyez-y, mesdames, messieurs! » Alors, chers téléspectateurs, n'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est un rendez-vous, si Dieu le veut.